Salut à tous les rouleurs, on est très heureux de vous retrouver pour une émission preview des championnats du monde. Ça y est, les 3 grands tours sont passés, les classiques italiennes arrivent en fin de saison, mais avant, il y a ce grand rendez-vous avec les championnats du monde. Mon Polo, est-ce que t'es chaud pour en parler? Ouais, je suis très chaud et plus les années passent et plus je me dis que finalement ce serait peut-être le meilleur moment de ma saison, les championnats du monde. C'est vraiment une course que j'adore préparer, que j'adore suivre. Et avant même le Tour de France? Ouais, non, peut-être pas avant le Tour de France. On va dire que c'est la course en ligne. La course en ligne d'un jour qui me donne le plus de plaisir. Ah, ça c'est une question, Romain, j'aimerais bien te la poser. Course en ligne qui t'excite le plus? Ça dépend des années, ça dépend du parcours, ça dépend des parcours. C'est un Français qui peut gagner aussi. Mais cette année, c'est très excitant. C'est pas faux. Et cette année, est-ce qu'il va t'exciter ce parcours? Bien sûr. Petite déception, je voulais ramener un maillot de champion du monde de Fausto Coppi, je l'ai oublié ce matin. Du coup, le décor est le même que d'habitude, je voulais le personnaliser un petit peu. Le décor est maigre, hein. On est loin de la beauté qu'était ce décor pendant le Tour de France. De la flamboyance. C'est vrai, mais on va retravailler ça, les amis, dès l'année prochaine. On ne s'inquiète pas. On part tout de suite. On va vous expliquer de quoi va être fait ce parcours des championnats du monde. C'est parti. Cette année, on reste encore en Europe parce qu'on va aller en Grande-Bretagne chez nos voisins, chez nos grands amis. On va être à Harrogate, à Leeds, voilà, le Yorkshire exactement, là au Polo. Il y avait eu le grand départ du Tour de France. Notre voyage en seconde. Exactement, notre voyage en seconde. On va faire un rapport sur ce voyage, comme ça je sais ce qui s'est passé. Joseph a plus de choses à raconter que moi. Ah ouais, c'est pas faux. C'est pour ça qu'il dit nos amis les Anglais. Ouais. En tout cas. Pour mon Polo, déjà, le Yorkshire, pour la région, c'est une région qui est de plus en plus importante dans le cyclisme. On annonce 3 millions de personnes. Ouais, le Tour du Yorkshire. De toute façon, j'allais dire, il suffit de suivre le Tour du Yorkshire et le monde qui suit cette course, le nombre de spectateurs au bord des routes, c'est assez impressionnant. Et puis on se souvient aussi de cette étape en 2014. D'ailleurs, les premières routes entre Leeds et le début du circuit empruntent les routes de cette. Je crois que c'était la deuxième étape ou la première. C'était ça. La première étape du Tour 2014 avec la victoire de Nibali dans un scénario de course aussi incroyable. Non, ça c'est Sheffield Nibali. Oui, mais moi je te parle de Sheffield justement, c'est ça. Donc c'est la deuxième étape, on est d'accord. Sheffield, ouais, c'est deuxième. Voilà, c'est la deuxième étape et ils empruntent ces routes-là justement. Et du coup, si on a la même physionomie de course, en plus là c'était sur quand même un grand tour, il va se passer des choses. Il va pleuvoir en plus, les routes sont sinueuses, il y a beaucoup de virages compliqués à gérer. Je lisais une vidéo d'Yann Backlands qui a fait le relais mixte qui disait que c'était vraiment très compliqué comme parcours. Ça va être hyper sympa. Ouais. On va découvrir justement ce parcours dont tu commences à parler, mon Polo. Et la première chose qu'on doit noter, c'est la longueur du parcours, plus de 290 km. Et j'avais noté, 285. C'est la première fois, 285. Ouais. Ne l'en rajoute pas. Oui, c'est vrai que c'est déjà pas mal. Déjà, c'est la 4e fois que le Royaume-Uni accueille les championnats du monde. On y était plus retourné depuis 1982. Et avec 284 km, il faut remonter au championnat du monde en Italie, à Ostuni, pour trouver trace d'un mondial aussi long. Déjà, il va falloir être endurant, Robin, pour être champion du monde. Ouais, c'est ça, c'est très particulier. Alors, les championnats du monde, c'est quand même régulièrement une course assez longue. Plus de 250 km, ça arrive régulièrement. Mais quand tu passes les 280, c'est quand même très particulier. On s'approche de Milan-San Remo, qui est la course la plus longue du calendrier. Donc, ça va être une particularité pour beaucoup de coureurs qui ne sont pas tous habitués à des distances aussi importantes. Et puis surtout, il n'y a pas que la longueur, parce qu'on le voit avec le profil. J'espère qu'ils ont prévu les baudriers, là, parce que absolument abusé le profil de la course. Parce que là, les côtes que vous voyez en début de course, sur Leeds Harrogate, après c'est un circuit qui se répète, comme vous le voyez à droite. Les 3 côtes, c'est la côte de Cray, 1,6 km à 7%, de Butterbutt, 4 km à 7% quand même, et Gritton Moor, Polo, à 3 km à 7%. Le profil, elle les surcote un peu. Oui, parce qu'en fait, c'est pour ça. C'est ça. Quel impact ça peut avoir déjà? Quelle physionomie de course vous voyez en première partie? Déjà, ça va user les organismes, et c'est fait pour ça. C'est pour ça que la course est si longue. C'est comme sur Milan-San Remo, quand on a le Turquino, quand on a la Cipressa. Voilà, c'est fait pour user les organismes, et ça va fonctionner sur les sprinteurs, parce que c'est 3600 mètres de dénivelé, ce parcours des championnats du monde. Alors, c'est pas Liège-Bastogne-Liège, qui est autour des 5000-5500, mais c'est quand même pas mal. Je pense que c'est 5000, peut-être que je surcote un petit peu. Mais en tout cas, 3600, c'est déjà beaucoup. Quand on parle d'un parcours pour sprinter, moi j'ai un peu de mal. Quand on parle des chances des sprinters, j'ai un peu de mal, parce que pour moi, c'est vraiment un parcours pour puncher. Et on voit la deuxième partie du parcours. En 100 km, on va avoir 7 fois la côte d'Arlo. Donc elle n'est pas ultra dure, c'est 1,1 km à 5,6%. Mais malgré tout, ça va s'enchaîner assez rapidement, parce que le circuit est assez court. Il fait 13-14 km. Avec des pourcentages à plus de 10%, sur une très petite
période, mais sur le début de la côte. Ça va faire mal, voilà. Pour moi, c'est vraiment un parcours pour puncher. Dernière question sur ce parcours, Paul. Oui, est-ce que tu le trouves facile ou pas facile? Certains l'appellent facile, c'est pour ça. Attends, mais tu te rends compte que moi, Paul Harrer, qui ne fait pas de vélo, je vais te dire que ça, c'est un parcours facile. Non, c'est pas un parcours... Relativement, par exemple, au parcours de l'année dernière. C'est très loin d'avoir un parcours difficile, de par déjà sa longueur et surtout le fait que ça ne fait que monter et descendre. On le voit très bien derrière toi Joseph. La grande question, et Robin vient d'en parler, c'est de savoir s'il y a des sprinteurs costauds. On pense à Matthews, on pense à Bennett, Sagan, je me fais moins de soucis, vont être capables de passer. Ça va beaucoup dépendre de la physionomie de la course. Et c'est là qui n'arrivent pas au sprint. C'est ça. Et c'est là que la stratégie des gens comme l'équipe de France et Alaphilippe, ça va être intéressant pour eux de faire péter la course très vite et très tôt, parce que sinon on va arriver à un sprint. Donc je pense que je t'ai fait une petite passe D pour le débat. Exactement. Mais voilà, il y aura une stratégie à mettre en place pour éviter le sprint à l'arrivée quand même dans un petit comité. Exactement, et on la voit cette ligne d'arrivée du coup à Harrogate. Qui va lever les mains à cet endroit-là, qui sera champion du monde, qui va succéder à Valverde, les amis, on en parle. Si arrive au sprint, photo finish, et après, les bras. C'est vrai que c'est possible. C'est vrai, c'est possible. Mais on va en parler tout de suite, et notamment avec un débat sur Julien Alaphilippe. C'est parti. C'est l'une des grandes questions que l'on attend, c'est est-ce que Julien Alaphilippe va être champion du monde? Bien évidemment, on l'espère tous, on ne va pas se mentir. Mais maintenant, après, il convient de se poser les bonnes questions, savoir est-ce que c'est le grand favori? Il y a plusieurs noms qui sont évoqués, on va en parler tout de suite. Polo, est-ce que pour toi, tu vois Julien Alaphilippe être champion du monde et être le grand favori surtout? Tu mettrais ta maison dessus déjà? Il faut bien dissocier deux choses. Je veux absolument de tout mon cœur que Julien Alaphilippe soit champion du monde, mais je pense très fort qu'il ne le sera pas pour beaucoup de raisons. Déjà, le parcours qui est peut-être pas assez difficile pour lui. On l'a dit, peut-être trop difficile pour des sprinters, notamment certains qu'on voit derrière, comme Sam Bennett, comme Sagan, mais pas assez difficile pour un Julien Alaphilippe. Parce que le problème d'un Julien Alaphilippe, c'est qu'il est fort sur les côtes, et je pense beaucoup trop à Bergen en 2017, même si la Salmon Hill était quand même plus loin de l'arrivée que là, la road, la Almond Road. Arlo Moor Road. Ça n'a pas trop servi notre voyage. La Salmon Hill était plus pentue, mais plus loin de l'arrivée. Alaphilippe avait pu faire une différence avec Moscone notamment. Là, j'avais peur qu'Alaphilippe n'y arrive pas. C'est pas assez dur pour lui. C'est pas le même Alaphilippe qui a 2 ans. C'est pas la même chose qu'à Bergen. On a un Alaphilippe beaucoup plus fort. Donc toi, tu le vois comme le favori ou pas, Robin? Au sprint. Moi, oui, je le vois. Face à des Sagan, je le vois comme oui aujourd'hui. Oui, c'est mon favori numéro 1. Parce que c'est le numéro 1 mondial, c'est le mec qui gagne l'Estrade Bianchi, Milan-San Remo. Il n'est plus en ce moment numéro 1 mondial depuis la fin de la Vuelta. Okay, donc déjà, ton premier argument... C'est vrai, tu t'en sors bien. Mais c'est l'homme qui a dominé cette saison, depuis le mois de janvier, même depuis le début de saison en Argentine. Et si Julien Alaphilippe, après le Tour de France, a décidé de se relancer dans une préparation et de cocher un nouvel objectif, alors que sa saison, elle était déjà incroyablement réussie, c'est qu'il sait ce qu'il peut viser sur ce championnat du monde et qu'il se sent complètement capable de gagner. Et si Julien Alaphilippe pense qu'il est capable de gagner le championnat du monde, moi je suis obligé d'en faire mon favori. Ouais, mais moi, on récapitule depuis la fin du Tour de France, Polo, ce qu'il a fait, parce qu'on l'a assez peu vu finalement. À Québec, il termine 7e, à Montréal 13e, ou l'inverse, je ne sais plus, Tour d'Allemagne assez anonyme finalement. Normal. Comment vous interprétez ce parcours depuis la fin du Tour de France? Est-ce qu'il s'est dit, par rapport à l'année dernière, j'en garde sous le pied, ou est-ce que tout simplement, il n'avait pas les jambes? Il y a déjà ça. Il a appris de l'année dernière où on le présentait déjà comme l'un des 2 grands favoris avec Valverde à Innsbruck, et il se rate. Donc dans des proportions raisonnables, puisqu'il fait top 10, il est quand même en tête au pied de la dernière montée, mais il loupe son objectif. Je pense que Julien Alaphilippe, il a appris de ça. Et il sait exactement, en plus son Tour de France a peut-être été encore plus énergivore que celui de l'année dernière, il savait qu'il avait besoin d'une vraie coupure et que, de toute façon, le Tour d'Allemagne et même les classiques canadiennes, il s'en moquait. Et alors oui, il ne gagne pas les classiques canadiennes, enfin elles existent depuis 10 ans ces classiques-là, et il n'y a qu'une seule fois où il y a un mec qui a gagné une canadienne et qui a été champion du monde derrière, c'était Peter Sagan. Tout le reste du temps, le mec qui est champion du monde, il n'a rien fait au Canada, ou au mieux des places d'honneur. Donc je vois pas pourquoi on prendrait comme repère déterminant les performances 2 semaines avant les mondiaux à Québec et à Montréal. Voilà, Julien Alaphilippe, il s'est remis en route au Canada, mais ce qui compte, c'est dimanche. Moi, il y a quand même 2 choses qui me chafouinent avec ton histoire. Déjà, c'est les déclarations de Julien Alaphilippe depuis la fin de son Tour de France notamment, où il fait clairement comprendre, alors, je ne sais pas si c'est pour s'enlever de la pression, mais c'est pas le genre de Julien Alaphilippe. Mais on a sa déclat d'ailleurs, il ne fait pas de ces championnats du monde sa priorité. Regarde, c'est marqué ici. Ça n'a pas été facile de remettre en route après le Tour, mais ce qui m'a vraiment motivé, c'est d'avoir les championnats du monde dans un coin de ma tête et le Tour de Lombardie. Ce serait vraiment que du bonus, ce ne sera pas non plus une catastrophe si je passe à côté. Et moi, j'ai coupé l'interview
interview, mais il le répète plusieurs fois. Mais parce que sa saison est déjà réussie, c'est pour ça. Oui, d'accord, mais le problème, et en plus de ça, du fait qu'ils ne mettent pas ça en priorité, j'ai quand même l'impression qu'ils visent beaucoup plus le Tour de Lombardie. Et moi, je trouve ça plutôt malin de sa part, qui est quand même de mon point de vue, un profil qui lui correspond mieux que dimanche, parce que là, moi je suis désolé, pour moi, c'est pas assez difficile pour que Julien Alaphilippe s'extirpe avec un groupe peut-être, à la limite, bon, on a vu qu'il y avait une bonne pointe de vitesse, on l'a vu sur Tirreno, on l'a vu aussi à Milan-San Remo, mais à mon avis, à Milan-San Remo, déjà, il y aura les mêmes concurrents qu'on aura ce dimanche, et surtout, il y aura, à mon avis, plus de monde. Quand tu vois qu'à Bergen, il bat des sprinters, on est d'accord. Quand tu vois qu'à Bergen, ça a gagné dans le groupe à Milan-San Remo. Ça a gagné dans le groupe à Milan-San Remo. La ligne au sprint. Mais après 280, quand tu vois la forme, c'est la même chose. Quand tu vois la forme de Sagan, que ce soit à Québec et à Montréal et sur le Primoz classique, je ne sais plus comment on le dit. Primus classique. Primoz c'est autre chose. C'est un Primus classique où il suit Van Der Poel de manière hyper facile. On n'est pas du tout sur le même Sagan que le Sagan qui préparait le Tour des Flandres il y a encore qui préparait les Liège-Bastogne-Liège pardon, il y a encore 6 ou 7 mois. Là on a un Sagan qui paraît quand même beaucoup plus fort, notamment au sprint quand Julien Alaphilippe, et puis voilà, il ne pourra pas les lâcher parce qu'il n'y a pas assez de terrain favorable. On essaye de nous vendre la Harlow-Moor Road comme un juge de paix. C'est une côte d'1,5 km à 1,1 km à 5,6% de moyenne. Justement, ça va moins centrer les débats que l'année dernière, la côte ahurissante à Innsbruck, qui faisait qu'on savait que les quelques gros favoris allaient se taper dans la dernière ascension de cette côte. Une côte dans laquelle Alaphilippe aurait dû gagner. Alaphilippe a aussi raté. Pour d'autres raisons. La faute a aussi un pic de forme. Un pic de forme a une forme qui n'était pas bonne. Il a appris il a appris de ça. Il court depuis janvier. Il gagne depuis janvier. Pour moi, le parcours lui correspond mieux. Parce que justement, l'année dernière, c'était tout centré sur une côte. Il fallait faire la différence à cet endroit-là. Il n'y avait pas d'autre endroit. Tu pouvais pas partir plus tôt, tu pouvais pas partir après. Alors que là, la côte, elle va s'enchaîner, la côte d'Arlo, et elle est difficile sans être insurmontable. Donc tu peux finalement attaquer dans le dernier passage, mais tu peux aussi attaquer à 2 passages de l'arrivée. Il restera 20 et quelques kilomètres. Donc c'est largement faisable aussi. Ça fait pas peur à Julien Alaphilippe. On a vu cette saison dans ses numéros sur les Strade Bianche, dans ses numéros sur le Tour de France, qu'il n'avait pas peur de partir de loin, qu'il pouvait prendre des initiatives, qu'il savait aussi être le plus fort, même quand c'est l'endroit où on l'attend, lâcher tout le monde, qu'il savait aussi surprendre et partir de plus loin. On l'a vu sur l'Amstel aussi. Donc pour moi, je ne me fais pas de soucis pour Julien Alaphilippe. Et si je devais définir le plus gros danger pour Alaphilippe, ce serait effectivement Sagan, qui me fait peur dans le cas d'un sprint, parce que même si Alaphilippe l'a déjà battu, intrinsèquement Sagan est plus rapide. Et s'il y a un sprint à l'arrivée, j'ai peur qu'Alaphilippe se fasse aligner, mais c'est même pas certain. Et c'est pour moi le seul qui vraiment que Alaphilippe doit lâcher par tous les moyens. Quelques réactions. On a posé la question sur Twitter, savoir si pour vous, oui ou non, Alaphilippe est le grand favori. On va commencer avec la réaction de Renaud qui bosse avec toi sur Chronique du Vélo. Il dit: il doit être motivé comme jamais, mais j'ai l'impression qu'il n'en a pas fait son objectif numéro 1 cette saison. Après tout ce qu'il a vécu, pas sûr qu'il soit au top. Et ça se comprendrait, ça te rejoint un peu, Polo. Radio Tour qui nous dit: les clés, ce sont les autres équipes, genre la Belgique. Elle n'a pas de grands sprinteurs. Et si elle fait la course, il va y en avoir partout. Et alors, Alaf pourrait en tirer une bonne partie de la situation. Et enfin, je prends une dernière réaction, celle de Le Beau Vélo. Non, il n'est pas le grand favori parce que le circuit est beaucoup trop facile. Pas de boss de plus d'1 kilomètre, ni à 6 ou 7%, en tout cas en dernière partie de course. Et quand il voit qu'à Bergen, ça arrive à 40, il a assez peu d'espoir pour Alaphilippe. Même si sur le papier, notamment les derniers kilomètres, ça paraît moins difficile. Bergen, la Salmon Hill était loin de l'arrivée. Elle était à, il me semble, 11-10 km de l'arrivée. Là, le sommet de la dernière côte est à 5. Mais la dernière côte est beaucoup moins difficile et beaucoup moins raide que ce que c'était à Bergen. C'est ça qui Robin, il donne Sagan comme possible autre vainqueur. Polo, qui est-ce que tu vois d'autre? J'allais y arriver. Le problème d'Alaphilippe aussi, ça va être que même s'il accélère de loin, même s'il accélère vite, même s'il accélère fort et qu'il est en pleine forme, est-ce qu'il va pouvoir le lâcher un Mathieu Van Der Poel, par exemple cette année? Attendez là-dessus. À chaque fois qu'Alaphilippe a couru contre Mathieu Van Der Poel l'a battu. Oh oui, mais rappelle-toi les circonstances. Flèche Brabanson, Amstel Gold Race. Oui, mais rappelle-toi dans 2 circonstances différentes. La Flèche Brabanson, c'est à la pédale. Alaphilippe accélère, Van Der Poel le suit et Van Der Poel le bat au sprint.
Oui, alors la flèche Bramborson, À la flèche Bramborson, il y avait aussi Michael Matthews qui s'était accroché, qui pourrait aussi l'emmerder au sprint. Michael Matthews est un gros outsider. Donc c'est l'objectif d'Alaphilippe. Et l'Amstel, l'objectif d'Alaphilippe, c'était la Bramborson. L'objectif d'Alaphilippe, c'était de cartonner sur toutes les Ardennaises et sur la flèche Bramborson, il s'est fait avoir. Preuve aussi qu'Alaphilippe court à très haut niveau et à très haute intensité depuis très longtemps et qui a beaucoup plus couru à très haute intensité que Mathieu Van Der Poel cette il a saison. passé un été pas beaucoup plus simple que celui d'Alaphilippe où il a fait ses manches de Coupe du Monde de VTT. Alors il a gagné. Ouais, mais du coup, ça lui a coûté aussi ça. Déjà, en plus, c'était une préparation différente. Et moi, je me rappelle aussi des circonstances de l'Amstel Gold Race. Magnifique victoire de Mathieu Van Der Poel, rien à dire. Mais il doit jamais gagner si Alaphilippe et Fuglsang font pas n'importe quoi. Donc, j'ai envie de dire que à la pédale, ce jour-là, Van Der Poel, quand Alaphilippe il sort, il est pas là. En tout cas, Van Der Poel, Robin, contrairement à Alaphilippe, lui, il n'hésite pas à se montrer et tout simplement, il est en forme parce que, notamment sur le Tour de Grande-Bretagne, tu penses trop sur le Tour de Grande-Bretagne, 3 victoires, vainqueur du classement général. Pas forcément trop, mais ce que je veux dire, c'est qu'on en fait beaucoup sur ces victoires en Grande-Bretagne qui sont, oui, impressionnantes, mais qu'est-ce qui bat Trentin, Tunissen, Sisball, Simon Clark, De Beust, c'est pas ces mecs-là qu'il va retrouver dimanche. Hein. Eux, ils sont Trentin notamment. Trentin, il sera dans le coin, mais comme un outsider, pas du tout comme un favori. Et les autres, ils seront même pas certains sont même pas sélectionnés. Donc ça, c'est bien d'avoir gagné, mais il avait pas du tout la même concurrence que ce qu'il y avait au Canada. Pareil sur toutes ses victoires de la saison. Mathieu Van Der Poel, il gagne 11 victoires, il décroche 11 victoires cette année. C'est très bien, il fait une saison magnifique. Mais d'ailleurs, on a un tableau récapitulatif des favoris, Polo, que tu as fait, du nombre de victoires de chaque favori, avec notamment ces 10 victoires pour Mathieu Van Der Poel d'après les chiffres de Polo, 11 d'après les chiffres de Robin. On a un peu police manifestation. Mais il n'y en a que 2 de ces victoires en World Tour. Donc il y a l'Amstel, très bien, mais Alaphilippe et Fuglsang lui offrent cette possibilité de gagner. Et il y a à travers la Flandre, qui est, oui, World Tour, mais qui n'est pas non plus une des très grandes classiques du calendrier. Donc, gagner, c'est bien. Il faut regarder tu oublies la flèche Bramborson, ou au-delà de la référence qu'elle est, qui n'est pas World Tour. Il faut voir qui tu bats, dis-moi qui tu bats, et on verra quel champion tu es. Tu vois. Pour moi, les performances de Van Der Poel qui comptent cette année, c'est surtout 4e à Gand-Wevelgem et 4e au Tour des Flandres. Surtout son Tour des Flandres où il chute à 60 km, c'est le mauvais moment, il réussit à revenir et à faire une place, c'est incroyable. Mais il n'a pas gagné. Or, au championnat du monde, ce qu'on te demande, c'est de gagner. Est-ce que Mathieu Van Der Poel sait gagner des grandes classiques aujourd'hui ? Je ne suis pas sûr. Il en a gagné une, qui est l'Amstel, dans des circonstances très particulières. On a une déclaration de Jan Backland qui sera qui est voilà, un observateur assez important. Pour lui, voilà, c'est le parcours parfait pour Mathieu Van Der Poel. Ce n'est pas pour rien qu'il va participer. Il faut être un pilote sur certains passages et Mathieu est un pilote. Il peut économiser beaucoup d'énergie grâce à son agilité et il n'y a pas que ça, on l'a encore revu samedi. Il va plus qu'au bien. C'est vrai, Paul, que l'agilité sur le vélo, c'est une qualité de Mathieu Van Der Poel et aussi de Julien Alaphilippe, il faut le dire. Clairement, ça, pour le coup, les deux sont au même niveau parce que peut-être les meilleurs du monde dans ce domaine. Deux artistes. Deux artistes sur le vélo, exactement. Mais au-delà de ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est plus la fin. Sa course à la Primus Classique, où déjà, il y a deux choses. Il se teste, il met tout le monde dans le dur. Le mec, il a même pas dit qu'il voulait gagner, il a juste dit, je voulais me tester. Je voulais accélérer un peu pour voir comment les jambes répondaient. Tu avais Sagan et Van Avermaet en PLS dans sa roue, et derrière, il n'y avait plus personne. Après, évidemment, c'est revenu, la victoire s'est jouée au sprint. Et puis aussi, Van Der Poel, qui, après la course, s'est dit, j'ai envie d'accumuler un peu les kilomètres avant les championnats du monde, je vais aller rouler 100 bornes de plus. À la fin d'une course où il voulait juste tester ses jambes, où il a mis un peloton de 150 coureurs en PLS. Il fait peur, Van Der Poel. Alors après, il a la pancarte. Ça ne l'a pas fait le champion du monde tous les ans. Hein, Bonnen faisait ça, il n'a pas été champion. Oui, mais bon, son palmarès n'est pas non plus très dégueu. Van Der Poel à la pancarte. Moi, je pense qu'il y en a d'autres qui vont être chiants. Je pensais à Sam Bennett notamment. Sam Bennett, je l'ai mis, mais... Sam Bennett sur la Vuelta, c'est 2 victoires, 4 top 2 et surtout dans des circonstances de course assez différentes d'une étape à l'autre. Et on sait que ce championnat du monde-là est très ouvert en termes de chronologie de course ou en termes de tactique à adopter. Non, Sam Bennett, sur la Vuelta, il nous a montré que ce n'était pas seulement un sprinter sur le plat et qu'il était capable de gagner sur des arrivées difficiles. Par contre, là, ce qu'on n'a pas eu en Espagne, c'était ce genre de profil où ça monte, ça descend et ça bagarre pendant 280 bornes.
J'y crois pas du tout. Donc Sam Bennett, à mon avis, risque quand même d'exploser. Mais si la course est lente, s'il ne se passe rien, il va falloir aussi penser à lâcher les sprinters. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. À la Belgique, notre ami tout à l'heure dont tu faisais référence l'a très bien dit, à la Belgique et à la France de faire péter cette course. Sinon, ça va faire comme à Bergen avec une arrivée, avec un sprint en petit comité, peut-être 20-30 coureurs. Mais Alaphilippe ne doit pas attendre que la Belgique ou même les Pays-Bas, quand Mathieu Van Der Poel qui est aussi capable d'attaquer de loin, il ne doit pas attendre que ces mecs-là fassent péter le peloton. Julien Alaphilippe peut le faire lui-même. Et surtout, si Julien Alaphilippe attaque, comment vont réagir les autres? Mais tout le monde voudra prendre la roue, même les sprinters. Parce que même Sagan, même Matthews, qui peuvent être tentés d'attendre le sprint, s'ils voient Alaphilippe partir, ils ne vont jamais le laisser partir et tout seul en se disant on verra ce qui se passe. Non, ils vont vouloir sauter dans la roue. Donc Alaphilippe peut lui-même faire la sélection. Et pour terminer sur Mathieu Van Der Poel, on le voit là sur le podium avec Alaphilippe sur la flèche Brabançonne. Pour moi, il va lui manquer quelque chose de crucial, c'est l'expérience. C'est sa première saison pleine sur la route, c'est ses premiers championnats du monde. T'as l'impression qu'il a souffert de l'expérience cette année? Sur les grandes courses, oui, pas au niveau de la longueur, parce qu'on a eu la preuve sur l'Amstel et sur le Tour des Flandres notamment que 260-270 km, c'était pas un problème pour lui. Mais sur la science de la course, en fait, il a gagné l'Amstel juste en courant comme un bœuf, et il a eu de la chance que ça passe. Et il a fait une place phénoménale sur le Tour des Flandres, parce qu'il était super fort. Mais au moment où je veux dire, placer l'attaque au bon moment, se replacer quand il faut, ne pas perdre d'énergie, parce que quand il balance, par exemple, sur la flèche Brabançonne, une première attaque à 50 km qui se fait reprendre et qu'il repart ensuite derrière, je pense qu'au championnat du monde, avec le plateau qu'il y a, des cartouches, tu n'en auras pas deux. Moi, je vais te dire, à l'image d'un Primoz Roglic, si on fait son comparatif entre sa manière de courir sur le Giro et la Vuelta, je pense aussi que Van Der Poel, qui apprend très vite, on le voit que ce soit en cyclisme sur route et ailleurs, mais en VTT aussi, parce qu'au début aussi, on se disait, finalement, maintenant, en VTT, c'est devenu la référence. Il va... À l'image de Primoz Roglic, il va apprendre vite et à mon avis, je pense qu'il va arriver au championnat du monde. Certes, avec la pancarte, c'est peut-être ça qui fait un peu flipper pour un aussi jeune coureur, mais avec un coureur qui a pris énormément d'expérience sur route cette saison et qui n'est plus le Van Der Poel du début 2019. Il n'a quand même pas la science de course d'Alaphilippe ou Sagan. Pas encore. Parce qu'Alaphilippe, comparé à il y a 2 ans, notamment à Bergen... Pas encore, mais quand on est aussi fort que lui, ça peut suffire. Alaphilippe, cette année, a tellement progressé là-dedans, dans savoir à quel moment il doit faire l'effort, et il le fait avec une efficacité redoutable. Il a payé pour apprendre. Il a payé pour apprendre, et Van Der Poel pas encore, à mon avis. Et dimanche, être le plus fort, en fait, pour moi, ça suffira. Toi, tu mises sur Alaphilippe en pleine forme. C'est là que aussi de ces oui, mais la science statique, si t'es pas en forme, pour moi, ça peut pas suffire. Finalement, c'est les jambes. Tu vois très bien Van Der Poel sur le Tour des Flandres. Sens tactique, bon, il a pas eu à l'utiliser. Il tombe. Après, il fait une course remarquable. Oui, mais la victoire, elle est déjà partie devant. La victoire est déjà partie parce qu'il est tombé. Mais oui. Non. Excusez-moi, monsieur, oui. Là, on se base sur un Alaphilippe en pleine forme. Moi, je pense pas qu'il soit en pleine forme. Je pense que le championnat du monde, même s'il le dit, c'est pas son objectif principal de cette fin de saison. Ça arrive peut-être un peu trop tôt après tous les efforts qu'il a déjà fait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il a commencé à gagner en janvier en Colombie, jusqu'au dernier jour où il s'est battu pour le général au Tour de France. C'est encore pire pour moi que son état de physique de l'année dernière, parce que mine de rien, il gagne San Remo aussi très tôt sur la saison. Là, il joue le général très tard sur le Tour de France. L'année dernière, il a craqué à la fin à Innsbruck. J'ai peur que Alaphilippe ne se présente pas tout simplement dans le meilleur état de forme. C'est surtout ça qui m'inquiète pour lui. Je voulais parler, pour terminer ce débat-là, d'une équipe qui va sûrement avoir son importance, mais on ne sait pas vraiment laquelle. Ce sont les Belges. Il y a notamment Greg Van Avermaet et Philippe Gilbert. Avec l'absence des oreillettes notamment, on risque d'avoir une course peut-être un peu plus débridée. Il faut peut-être avoir plusieurs cartouches. Alors, qu'est-ce que vous pensez des Belges? Quels peuvent être leurs rôles? Et est-ce que l'un des deux peut être champion du monde? Ouais, je pense que l'un des deux peut être champion du monde. Et pas que l'un des deux. Même pour moi, ils sont 4. Les deux, oui, mais les deux ont de grandes chances. Encore une fois, il y a le phénomène, il y a Evenepoel qui est avec eux. Mais tu le dis, sans oreillette d'ailleurs, les mecs vont être aussi livrés à eux-mêmes. Et Gilbert et Van Avermaet, des mecs qui ont de l'expérience sur les classiques, en termes de science de course, de savoir se placer, savoir quand attaquer tactiquement, savoir quoi faire, on a des maîtres dans la matière. Avec Alaphilippe, avec Sagan. En fait, ces gars-là, je me rappelle d'un très beau dossier qui avait été fait dans le Vélo Magazine au printemps sur les gars qui sont très forts après 6 heures. Ouais. Très intéressant. Là-dedans, là, on y est exactement, ça va être 7 heures dimanche à peu près de course. Mais ces gars-là vont être redoutables. Gilbert, Van Avermaet, Sagan, Alaphilippe. Pour moi, on a les 4 plus grands favoris avec Van Der Poel qui, lui, a un profil différent. Évidemment que la Belgique va être
à surveiller. Et si Gilbert attaque, si tu le laisses partir, t'es un peu fou. Ouais, avec beaucoup de possibilités tactiques, notamment en essayant d'envoyer peut-être un Evenepoel de loin. Wellens aussi. Un Gilbert, un Wellens aussi. Nassen peut-être plus attendre l'arrivée, comme Greg en avait en match, je pense. Philippe Gilbert peut anticiper. Après Gilbert, dans quel état de forme il arrive? Lui aussi, mine de rien, les années passent. Il sort d'une Vuelta exceptionnelle. Il n'a pas fait le Tour de France, donc c'est peut-être pour ça aussi que cette Vuelta est aussi belle. Mais voilà, dans quelle capacité physique il va arriver sur ces championnats du monde. Il faudra voir, mais quoi qu'il arrive, la Belgique a toutes les cartes en main. Attention peut-être à pas avoir trop de leaders. Il n'y a que Tim Declercq qui me semble qui est pour moi peut-être pas capable de jouer les premiers rôles dans cette course. J'ai l'impression que la Belgique sait gérer ça, faire voilà. des cadors pour d'autres. Et il y a des champions, il y a des champions avec beaucoup d'expérience, tu l'as dit. Donc à mon avis, attention, ils vont être très très chiants à gérer aussi. C'est terminé pour ce débat. Dites-nous dans les commentaires si vous voyez Alaphilippe comme le favori, si vous avez été convaincu par Robin. Soyez un peu chauvin si on le veut, ou alors tout simplement peut-être que tu as eu de bons arguments, ça peut être ça aussi, Robin. Ou si vous êtes plutôt d'accord avec Polo par rapport à Mathieu Van Der Poel ou d'autres, dites-nous dans les commentaires. Voilà, on en a terminé pour ce débat, c'est l'heure du focus, c'est parti. Petit focus aujourd'hui, on va se demander, hormis les grands favoris qu'on vient de citer, les grands noms, qui peuvent être les coureurs qui sont de nations un peu plus mineures, ils sont un peu moins, peuvent être quand même champions du monde. Je voulais commencer par toi, Polo, parce que ta grosse cote me fait beaucoup rire. Bah non, mais là, c'est des grosses cotes, hein, évidemment. Je ne pense pas qu'ils soient champions du monde, mais ce seront des coureurs à suivre, évidemment, parce que voilà, ils auront un rôle à jouer. Et moi, j'ai choisi Michael Valgren. Alors, quand même, il est gonflé. Hein. Il est gonflé. Il nous l'a taclé tout au long de la saison. Et il nous sort. Pas taclé. Un nouveau maillot. Il ne sera pas maillot direct. Ouais, c'est ça. Et la dernière fois qu'il a porté ce maillot, il a été aussi excellent, comme on peut le voir sur ce tableau, ou sur les championnats du monde l'an dernier, qui était beaucoup plus dur. Et peut-être gros palmarès cette saison. Qui correspondait peut-être un peu moins à ses qualités que cette saison. Il avait été excellent. Après, il n'est pas sur la même dynamique cette saison. Quoique, mine de rien, il vient de faire 4e à Plouay. Il rate le bon coup avec Jack Haig, Tige Bennett et le vainqueur Seb Van Mark. Mais sinon, c'est lui le plus fort derrière. Et surtout, au Canada, où il fait aussi un bon résultat. Il me fait 5e, c'est ça. Il fait 5e à Montréal. Et l'année dernière, il avait fait un gros championnat du monde. Voilà. Il a fait un top 10. Et il avait fait top 10 l'année dernière sur des championnats du monde qui, pour moi, lui convenait un peu moins. Ouais. Alors certes, il a eu une saison galère, mais c'est un coureur avec un immense talent et qui revient très fort. Donc s'il est sur la pente ascendante dans laquelle il est depuis 2-3 semaines, il sera avec les meilleurs dimanche sans aucun doute. Et ta grosse cote, toi, Robin, c'est Edvald Boasson-Hagen. Ouais, on a vérifié avec Polo tout à l'heure, coté à 201. Donc si vous avez juste 1 ou 2 euros à mettre, franchement, c'est pas mal. Hein. Donc, tu vas les mettre? Non, clairement pas. Je mets tout sur Alaphilippe. On voit que c'est pas un gars tout jeune. 32 ou 33 ans, je ne sais plus. Mais il fait une belle saison avec cette victoire d'étape au Dauphiné, notamment, qui a marqué les esprits. Et puis surtout, c'est un homme des mondiaux. Historiquement, avec la Norvège, il a souvent brillé sur ces courses-là. Il aime quand c'est long, il aime quand c'est dur. 6e à Doha, c'était en 2000... Pardon. Deuxième à Valkenburg, 8e à Copenhague. Doha, c'était pas dur. Hein. Copenhague Doha. Oui, non, c'était pas dur. Copenhague et Doha sont plus pour des parcours pour sprinters. Valkenburg, c'était compliqué. Ouais. Il fait 2e. C'est un profil un peu mixte. Là. Si on est en train de se poser la question, est-ce que les sprinters vont passer? Il y a des chances que Boasson-Hagen, lui, il passe. Et sur un coup de dé après, parce que ce ne sera pas l'un des mecs qu'on va le plus surveiller, on ne sait jamais. Et moi, ce sera un homme en forme que je choisis. C'est un Français, c'est Rémi Cavagna. Alors là, évidemment, on est dans la très grosse cote. Je pense qu'il doit être coté à 400. Si Boasson-Hagen est à 200. Mais cela étant, je l'ai trouvé très en forme sur la Vuelta. Pareil, il a l'air d'avoir une grosse caisse. De la même manière, d'ailleurs, que Benoît Cosnefroy, j'étais assez partagé sur lequel mettre. Bon, j'ai choisi Rémi Cavagna. Donc, et puis les Français, pareil, sans oreillette, il m'a l'air d'être un bonhomme qui se débrouille très bien tout seul aussi. C'est intéressant parce que je pense que même si l'équipe de France, je la trouve bien construite dans l'objectif qu'elle s'est fixé, c'est-à-dire faire gagner Julien Alaphilippe, je pense que pour moi, mis à part peut-être un ou deux noms qui auraient pu être interchangeables avec d'autres, c'est une équipe qui est très bonne, cohérente, c'est exactement. Mais ne pas non plus brider des coureurs comme Cavagna, comme Cosnefroy qui marchent très très bien en cette fin de saison. Donc peut-être laisser un bon de sortie ou deux et laisser tout le reste de l'équipe autour de Julien Alaphilippe. Donc voilà, pareil, nous aussi, cette équipe de France, c'est une belle équipe de France avec des belles tactiques à mettre en place. Peut-être moins de marge de manœuvre que la Belgique, mais ce sera à suivre aussi. On va intégrer dans ce focus finalement le contre-la-montre pour avoir juste très rapidement votre pronostic. On va voir ce profil du contre-la-montre qui est donc
donc un contre-la-montre d'un peu plus de 50 km. Polo, qui est ton favori pour ce contre-la-montre? C'est pareil, ils nous ont fait une dinguerie sur le profil. Ouais, il est pas si dur. Tu regardes ça, tu te dis c'est une étape de montagne à 6000 de la Vuelta. C'est une belle étape de la Vuelta début de la semaine. Non, mais vous fiez pas aux apparences. Même si le contre-la-montre devient un peu moins plat après les 15 premiers kilomètres, ça reste quand même assez plat. C'est moins casse-pattes que ça n'y paraît, et ce sera un rouleur pur qui l'emportera. Alors après, moi, tout le monde parle de Rohan Dennis. Moi, je veux bien, mais Rohan Dennis, la dernière fois qu'on l'a vu, il n'était pas au mieux. Je ne sais pas dans quel état physique il va arriver. Ça marche aussi pour Campenart. Ça marche également pour Campenart. Donc moi, je vais pas partir sur l'un d'eux. Je vais partir sur Evenepoel. Vraiment. Remco Evenepoel. Je prends le. Il a encore dit dans une interview qu'il arrivait avec les meilleures jambes qu'il a jamais eues de sa vie. Il a hâte d'en découdre avec ce chrono. Moi, Rohan Dennis, je sais pas dans quel état il est. Campenart, pareil. Primoz Roglic, gros favori, mais qui sort de la Vuelta où il a beaucoup donné. Donc derrière ces trois-là, moi, je pense qu'un Evenepoel tient la corde. Et au-delà de ça, je vais te dire que la Belgique peuvent mettre 3 mètres dans le top 5 avec Lampard et Campenart. Donc, à mon avis, ce sera plutôt du côté de la Belgique. Encore une fois, qu'il faudra regarder sur ce. C'est un possible doublé. Moi, je dis Evenepoel aussi. Pour les mêmes raisons que Paul. Et je mets une petite pièce aussi, attention, à Casper Asgreen, deuxième championnat d'Europe pour la montre derrière Evenepoel, qui fait une belle fin de saison. Donc attention à lui aussi. Et moi, j'ai une grosse cote aussi, parce que je voulais mettre Edoardo Affini, le jeune Italien de la Mitchelton Scott, qui vient de remporter le contre-la-montre du Tour de Grande-Bretagne. Ça roule très vite chez les Italiens. On l'a vu avec t'as Filippo Ganna évidemment qui va aussi participer au championnat du monde de contre-la-montre, et aussi avec notre ami Tiberi, le jeune qui vient de remporter le contre-la-montre en tombant au début, en ayant un problème assez incroyable, en perdant 20 secondes et en remportant aussi le contre-la-montre en junior, en espoir, je confondais en junior hier. Ça va vite, le matos a l'air d'être bon, mine de rien, même si le pauvre Tiberi en a fait les frais. Ça a l'air d'aller vite, il y a une vraie école, j'ai l'impression, chez ces Italiens. Et pareil avec Edoardo Affini qui vient de se montrer. Voilà, ce sera la grosse cote. Je vais voir ce qui suit. Mais un peu à l'image de Filippo Ganna aussi, j'ai envie de voir ce qu'ils vont faire. Les deux, à mon avis, ils seront pas mal placés. On en a terminé avec ce focus. Il nous reste une petite minute. Donc, on va faire un petit quiz assez rapide. Vous êtes d'accord? Allez, c'est parti pour un petit quiz. Allez. Première question, Polo. Tu peux fermer ton laptop. Avec. C'est le Yorkshire. Ça lui rappelle la seconde. Ils n'ont été que 2 Britanniques champions du monde. Qui sont-ils? Tom Simpson et Cavendish. 2-0 pour Robin. Je suis tellement pas allé vite. Deuxième question. Citez-moi 5 coureurs triple champions du monde. Sagan, Fréré, Van Looy, Van Steenbergen, Merckx. Ouais, d'accord, mais t'as révisé en fait. Là, j'ai pas eu le temps d'avoir eu à réfléchir à ce que tu allais dire. Quoi. Il y a 7-0 en 2 questions. Je pense qu'à la fin du quiz, il va y avoir une question qui va valoir 42 points. Question 3. En 94, 2 Français sur le podium. Qui sont-ils? Virenque, Leblanc. Virenque, Leblanc. J'ai les deux avant toi. 7-2. Question 4. Qui est le coureur qui commence ce championnat du monde sur la start list et qui vient du Costa Rica? Ou Diaz? Non. Amador? André Amador, Polo. Exactement. 7-3. Question 5. Quel est le deuxième coureur de l'Argentine après Riquezé? Sepulveda? Sepulveda, solide. Il n'était pas facile à trouver celui-là. 8-3. Question 6. La Grèce a plus de coureurs que la Suède. Vrai ou faux? Vrai. Ouais. J'ai vrai des deux côtés. Alors, si vous êtes capable de me trouver le coureur de la Suède. Ludvigsson, bravo. Bon, t'as le vrai juste avant. Bon, vous l'avez en même temps au final. Allez, donne les points pour Polo. 8-4. Allez, 8-4. On relance un peu la machine. Question bonus. Mais attention, elle est très compliquée. C'est la dernière? C'est la dernière. Elle va valoir 5 points, mais je pense que si vous la trouvez, vous êtes des monuments. Quel est le nom absolument génial que portait le coureur battu par Laurent Brochard en 97? Hamburger. Hamburger, alors là, je t'avais dit un Dario Frigo. Ça aurait été possible. Hein. Bravo Robin, tu as gagné le quiz des championnats du monde. On va voir si Polo remporte. C'était un quiz très, très sympa à participer. Ouais. Rapide, efficace. Préparé. Voilà, ça peut changer les choses. Merci mon Polo. Merci mon Robin. Merci à toi Joseph. On se retrouve la semaine prochaine pour savoir qui sera champion du monde. Ciao les rouleurs, bisous. Salut les gars, bisous.